Le ciel de Paris était d'un gris uniforme, pesant comme les pensées de François Lambert, tandis qu'il gravissait les marches de verre qui menaient à son bureau au dernier étage. Le vent d'automne, glacial et tranchant, n'était rien face à la froideur qui régnait à l'intérieur de lui. Autrefois visionnaire admiré, bâtisseur d'un empire technologique parti d'une start-up sans avenir, François n'était plus qu'un homme assiégé par ses erreurs. En quelques mois, sa création, Synapse Technologies, était passée de licorne de l'innovation à entreprise en chute libre, étranglée par des décisions précipitées, des fournisseurs défaillants et une expansion internationale aussi ambitieuse qu'incontrôlée. En traversant les couloirs aux murs de verre et aux plantes artificielles, il croisait des regards qu'il ne reconnaissait plus, ceux de ses employés, autrefois fiers de porter l'écusson de la firme, aujourd'hui éteints, distants, parfois hostiles. L'ambiance était celle d'un naufrage lent et silencieux. Dans les ascenseurs, on parlait à voix basse. Les sourires avaient disparu, emportés par les vagues d'annonces anxiogènes et les licenciements silencieux. François poussa la porte de son bureau. L'espace, baigné d'une lumière terne, lui parut soudain trop vaste, trop vide. Sur la table de noyer, un dossier beige l'attendait. Dessus, son nom en lettres capitales, imprimé avec une précision clinique. Dossier de liquidation. Synapse Technologies. Il n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce qu'il contenait. Depuis des semaines, ses nuits étaient hantées par ce moment. Il avait tenté, espéré, négocié. Mais rien n'avait suffi. Chaque tentative de sauvetage avait échoué. Chaque piste d'investisseur s'était éteinte dans l'indifférence ou le scepticisme. Il s'assit lentement, comme un homme de trop dans sa propre vie, et contempla la ville au loin, à travers la baie vitrée. Paris semblait indifférente à son drame, comme elle l'avait été à ses triomphes. Les voitures circulaient, les passants se pressaient, les lumières des cafés clignotaient, comme si rien ne s'écroulait à cet instant précis. Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément, puis tira le dossier vers lui. Le contrat de dépôt de bilan était clair, limpide, sans émotion. Il ne restait plus qu'à signer. Une signature pour clore 15 années d'efforts, d'obsession, de sacrifice. Une simple ligne pour mettre fin à une époque. Il sortit son stylo de la poche intérieure de son veston. Sa main tremblait légèrement. Était-ce le froid ou la peur? Il ne savait plus. Peut-être les deux. Une partie de lui voulait en finir, tourner la page. Une autre criait encore, faible mais tenace, comme si une lueur de doute survivait à l'effondrement. Avant de signer, il relut une dernière fois les chiffres. Les courbes en chute libre, les marges négatives, les dettes accumulées. Tout semblait irrévocable. Pourtant, une sensation sourde le gênait, comme si quelque chose n'était pas à sa place, une dissonance légère mais insistante. Il tenta de l'ignorer, blâmant la fatigue. Soudain, un bruit discret se fit entendre. La porte, qu'il avait laissée entr'ouverte, s'ouvrit brusquement. Une femme entra précipitamment, le visage tendu, tenant par la main une petite fille à l'allure timide. François leva les yeux, surpris, contrarié. C'était Madeleine, la femme de ménage, celle qui nettoyait les étages depuis des années, presque invisible pour lui comme tant d'autres. Il fronça les sourcils, prêt à la congédier d'un geste sec. Elle bredouilla des excuses, expliquant qu'elle n'avait pas trouvé de solution pour garder sa fille ce matin-là. La petite, prénommée Élise, devait l'accompagner le temps de quelques heures. François fit un signe agacé, leur ordonnant silencieusement de ne pas faire de bruit. Il n'avait ni le temps ni la patience pour des histoires personnelles. Sa vie, son œuvre, s'effondraient à cet instant précis. Qu'importe une mère et sa fille dans les couloirs de l'échec. Mais alors qu'il reportait son attention sur le dossier, quelque chose d'inattendu se produisit. La petite Élise, qui jusque-là observait la pièce avec de grands yeux curieux, s'approcha de la table. Elle regarda les papiers, pencha la tête et d'une voix douce, presque hésitante, murmura « Monsieur, il manque un chiffre ici. » François releva les yeux, d'abord interloqué, puis agacé. Il ne comprenait pas. Elle montrait du doigt une feuille de calcul imprimée, l'une des nombreuses projections financières qui accompagnaient le contrat. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas un jeu, pas un moment pour des enfantillages. « Qu'est-ce que tu racontes, petite ?» demanda-t-il, tentant de garder une voix neutre. Élise ne bougea pas, fixant la page avec la même intensité. Là, dans la colonne. La somme, elle ne tient pas compte de la ligne du dessus. Regardez bien. Un silence étrange s'installa dans la pièce. François prit la feuille, la scruta. Il ne vit rien au premier regard,
Mais quelque chose dans l'assurance de la voix de la fillette l'empêcha de balayer l'observation d'un revers de main. Il appela sur son téléphone interne. « Romain ? Monte tout de suite, j'ai besoin d'un œil sur une formule. » Puis, sans dire un mot, il s'adossa à son fauteuil, regardant la fillette qui, calmement, retourna près de sa mère. Madeleine la serra contre elle, confuse, gênée. Quelques instants plus tard, Romain, l'analyste financier, entra. François lui tendit la feuille. « Vérifie cette projection. Là, colonne J, ligne 22. Apparemment, un chiffre serait manquant. » Romain haussa un sourcil, prit la feuille, consulta la version numérique sur sa tablette. Au bout de quelques secondes, son visage changea. « Attendez, ce n'est pas possible. Cette cellule ne reprend pas le total de la ligne précédente. La formule est incomplète. On a une erreur de calcul ici. » François sentit son cœur ralentir puis s'emballer. Il se pencha en avant. De combien sous-estime-t-on les résultats? Romain tapa frénétiquement, recalcula, puis, d'une voix blanche, environ 3 200 000 € de revenus non comptabilisés. François resta figé. Devant lui, la signature de la fin. Derrière lui, une enfant de 11 ans. Et au milieu, un chiffre oublié. Il ne dit rien. Il se leva lentement. Et pour la première fois depuis des semaines, il ne regarda plus la feuille, mais la petite Élise. Le silence dans le bureau de François Lambert était désormais chargé d'une tension nouvelle, presque tangible. Ce n'était plus celui de la résignation, mais celui d'une hésitation fébrile, d'un souffle suspendu entre l'effondrement et une possibilité minuscule, encore floue. Romain, toujours debout, relisait les chiffres à voix basse, incrédule. 3 200 000 € oubliés, perdus dans une cellule de tableur négligée, une somme que personne n'avait détectée, pas les contrôleurs, pas les auditeurs externes, pas même lui. Personne, sauf une enfant. Élise, elle, semblait ne pas mesurer la portée de sa remarque. Elle tenait toujours la main de sa mère, observant les deux hommes avec une curiosité calme. Madeleine, rouge de honte, s'apprêtait à s'excuser, croyant que sa fille avait causé un embarras. Mais François, le regard encore fixé sur les documents, leva la main, l'interrompant d'un simple geste. Son esprit tournait à toute vitesse. Il n'avait pas dormi plus de 3 heures par nuit depuis 1 mois, et voilà qu'une élève de primaire venait d'exposer une faille que ses meilleurs cadres avaient laissé passer. « Elle a quel âge, votre fille ?» demanda-t-il, la voix plus basse, moins tranchante. « 11 ans, monsieur Lambert », répondit Madeleine, incertaine. Il hocha lentement la tête, sans quitter Élise des yeux. Puis il se tourna vers Romain, les traits fermés. « Tu m'imprimes toutes les feuilles de projection avec les formules actives, et je veux un audit express des 6 derniers mois de données, ligne par ligne. Appelle Julie pour qu'elle vienne. Dis-lui que c'est urgent. » Romain sortit aussitôt, conscient de la gravité du moment. Il savait que quelque chose venait de se déplacer dans l'esprit de François. Ce dernier se redressa, tourna autour de son bureau et s'approcha doucement de la mère et de l'enfant. Il n'avait pas pour habitude d'abaisser son regard, encore moins de s'adresser aux invisibles du quotidien, mais là, c'était différent. Il y avait dans les yeux d'Élise une clarté rare, une façon d'observer les choses sans crainte ni filtre, comme si elle lisait le monde avec une autre logique. « Comment as-tu su ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. Élise haussa les épaules, un peu surprise d'être interrogée. « J'aime bien les nombres. À l'école, je regarde toujours les additions sur le tableau. Et là, sur votre feuille, ça ne tombait pas juste. Je l'ai juste vu. » Madeleine s'excusa à nouveau, murmurant qu'elle apprend parfois les tâches du soir à sa fille quand elle n'a pas de garderie. Mais François ne l'écoutait plus. Il observait la petite fille comme on observe une anomalie fascinante, non pas dans le sens d'une étrangeté, mais d'une rareté qu'on ne s'attend pas à croiser dans un moment aussi critique. Il retourna à son fauteuil, s'y laissa tomber, les mains croisées sous le menton. Le document de liquidation était toujours là, intact, attendant sa signature, mais le poids qu'il représentait venait de vaciller. 3 200 000 € de revenus oubliés, cela changeait tout. Cela signifiait que les projections étaient un fossé, que la réserve de survie de l'entreprise était potentiellement plus longue qu'estimée, peut-être de plusieurs semaines. Assez pour reprendre contact avec un investisseur, assez pour restructurer une dette à court terme, assez pour rattraper une erreur stratégique. Mais tout n'était pas réglé. François le savait. Même avec ces nouveaux chiffres, la trésorerie actuelle ne permettait pas de survivre plus de 3 semaines. L'entreprise saignait chaque jour. Le coût des salaires, des contrats en cours,
des fournisseurs à qui il fallait mentir pour gagner du temps. Cela ne laissait aucune marge de manœuvre. Il faudrait plus qu'un simple ajustement pour éviter la noyade. Il faudrait une décision. Julie entra quelques minutes plus tard, suivie de Romain, les bras chargés de dossiers. Ils disposèrent les feuilles sur le bureau, activèrent une projection murale. Les calculs étaient relancés, cette fois en tenant compte de la ligne manquante. François suivait chaque mouvement, chaque chiffre, en silence. « Voici la nouvelle projection », dit Julie, après avoir terminé. « Nous avons une estimation de survie prolongée de 11 semaines, si les dépenses sont gelées immédiatement. »« Et notre liquidité actuelle ?» demanda François. « Insuffisante pour tenir plus de 20 jours, même en suspendant les charges non essentielles. » Il se leva d'un bond, marcha jusqu'à la vitre. En contrebas, Paris s'étendait comme un damier sans fin. Il savait ce que cela impliquait. Soit il poursuivait le dépôt de bilan, préservant les actifs restants, s'évitant les foudres d'un échec encore plus profond. Soit il se battait, en sachant que le moindre faux pas pouvait l'emmener plus bas encore. Il se retourna, regarda Romain et Julie. Personne ne parle de ce qu'il s'est passé ici aujourd'hui. Officiellement, nous sommes encore en évaluation. Je veux tout revoir, chaque projection, chaque contrat. Je veux comprendre où sont les failles. Et vous deux, vous restez disponibles jour et nuit, compris ? Ils acquiescèrent, sans poser de questions. Le ton ne permettait pas la discussion. Madeleine, qui se tenait toujours dans un coin avec sa fille, s'apprêtait à partir discrètement. François se tourna vers elle. « Attendez. » Il s'approcha, hésita un instant, puis dit « Élise, tu peux revenir demain matin ?» La petite le regarda, surprise, puis regarda sa mère qui répondit avant elle, incertaine. « Si cela ne dérange pas, monsieur, elle peut rester dans le hall, elle ne gênera pas. » François secoua la tête. « Non, je veux qu'elle vienne ici, dans ce bureau, avec moi. J'aimerais qu'elle regarde encore quelques chiffres. » Madeleine resta figée. Ce n'était pas une demande ordinaire, ce n'était pas un caprice. Il y avait dans la voix de François quelque chose de sincère, presque fragile. Il revint à son siège, s'assit, regarda à nouveau le dossier beige. Puis, lentement, il le rangea dans le tiroir. La signature attendra. Le lendemain matin, une lumière pâle filtrait à travers les vitres du dernier étage lorsque François entra à nouveau dans son bureau, vêtu d'un costume gris plus sobre que d'habitude. Il n'avait quasiment pas dormi. Les chiffres corrigés tournaient en boucle dans son esprit, chaque recalcul confirmant ce que l'intuition de la fillette avait révélé. L'erreur n'était pas anodine, elle n'était pas seulement une omission technique, elle était le symptôme d'une négligence plus large, d'un aveuglement collectif dans lequel toute son équipe s'était engouffrée, trop focalisée sur l'effondrement pour questionner les fondations. Lorsque Madeleine arriva avec Élise, elles furent accueillies sans formalité, comme si leur présence était désormais prévue. François se leva, indiqua à la petite fille une chaise à côté de lui. Sur la table, plusieurs documents avaient été disposés. Des tableaux de synthèse, des projections financières, des feuilles extraites du logiciel de gestion interne. Il avait passé une partie de la nuit à sélectionner les plus lisibles, ne sachant pas très bien ce qu'il attendait de cette expérience. Ce n'était ni un jeu ni un test. C'était une tentative désespérée de voir les choses autrement, à travers des yeux neufs. Élise s'assit, les jambes ballantes, et observa les documents sans crainte. François lui demanda simplement « Est-ce que tu veux jeter un coup d'œil ? Dis-moi si quelque chose te semble étrange. » Elle se pencha sans répondre. Madeleine, debout dans un coin, gardait le silence, les bras croisés contre elle-même. Elle n'osait pas intervenir. La scène avait quelque chose d'absurde, et pourtant elle sentait instinctivement que quelque chose d'important se jouait. Pendant que la fillette parcourait les documents, François appela Julie et Romain. Il voulait que leurs analyses soient confrontées aux observations de la veille. Lorsque les deux analystes arrivèrent, Élise leva les yeux d'un tableau comparatif. « Ici, dit-elle simplement, il y a 2 fois la même ligne. » Julie se pencha, suivit le doigt de l'enfant. Elle pâlit. Effectivement, une ligne de dépenses avait été dupliquée dans 2 feuilles différentes, faussant les agrégats, un doublon technique. Un simple copier-coller mal géré. Personne ne l'avait vu. Julie se redressa, confuse. Elle a raison, ce poste a été compté 2 fois, cela modifie nos ratios de charge. François croisa les bras. C'était la seconde fois en 2 jours qu'Élise pointait une incohérence ignorée par toute une chaîne de spécialistes. Pas une anomalie mineure,
Mais un écart qui, combiné à l'erreur précédente, remettait en question le réalisme de la crise financière dans laquelle il croyait s'enfoncer. Il fit venir immédiatement Luc, le responsable des prévisions financières. Quand ce dernier confirma l'erreur, un silence lourd s'abattit sur le bureau. François tourna lentement son fauteuil vers la fenêtre, puis se leva brusquement. « Comment est-ce possible? Une fillette de 11 ans repère en 2 jours ce que vous n'avez pas vu en 3 mois. Qu'est-ce que ça dit sur la façon dont vous faites votre travail ?» Luc tenta de se justifier, parlant de charge de travail, de délai, de pression. Mais François l'interrompit. « Ce n'est pas une excuse. Vous avez laissé passer 2 erreurs majeures. Vous travaillez avec des chiffres, pas des intuitions. Il ne devrait pas y avoir de place pour l'approximation. » Il fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers Élise. « Comment tu fais? Tu apprends ça à l'école ?» Elle répondit avec naturel. « C'est comme un puzzle. Les chiffres doivent s'emboîter. Sinon, je les regarde jusqu'à ce qu'ils le fassent. » François la fixa quelques secondes, puis s'assit inspirant profondément. Il commençait à comprendre que le problème de son entreprise ne se limitait pas à des chiffres erronés. Il était structurel. C'était un défaut de vision, une absence de vigilance, un système fondé sur la répétition de procédures sans remise en question. On avait cessé de regarder les détails, de douter des automatismes. Et c'était là, dans cette brèche invisible, que tout avait commencé à se fissurer. Il passa la matinée à recalculer les nouvelles données avec Julie et Romain, sous l'œil attentif d'Élise, qui n'intervenait que lorsque quelque chose lui paraissait étrange. À chaque correction, la projection s'améliorait. Les ratios de liquidité, la courbe de trésorerie, les seuils critiques, tout se modifiait. Lentement mais clairement, un autre scénario se dessinait. Pas un miracle, mais une chance. Une courte fenêtre de temps, peut-être 6 ou 7 semaines, pour inverser la tendance avant que tout ne devienne irréversible. Mais François restait conscient que cela ne suffisait pas. L'entreprise, même avec de meilleurs chiffres, manquait de liquidité immédiate. Les revenus futurs ne payaient pas les dettes d'aujourd'hui. Il fallait une injection rapide de capitaux ou une suspension temporaire des obligations les plus pressantes. Et pour cela, il devait convaincre des partenaires, renégocier des délais, obtenir des garanties, tout ce qu'il n'avait pas réussi à faire jusque-là car ses projections étaient jugées peu fiables. Maintenant qu'il disposait de données plus solides, il envisageait de recontacter l'un des investisseurs qui avait décliné quelques semaines plus tôt. Un homme d'affaires allemand, discret mais influent, qui s'était montré intéressé avant de se désengager sans explication claire. François se souvenait de l'échange, de la manière dont la conversation s'était brusquement refroidie après l'envoi des documents. À l'époque, il avait cru à une réévaluation stratégique. Aujourd'hui, il se demandait s'il n'y avait pas eu manipulation. En fin d'après-midi, il demanda à Romain d'extraire tous les mails échangés avec l'équipe de direction financière durant la période de négociation avec l'Allemand. Il voulait comprendre ce qui s'était réellement passé. L'intuition qu'on lui avait peut-être caché des informations commençait à le ronger. Ce n'était pas seulement une question de chiffres, mais peut-être aussi de confiance trahie. Élise, fatiguée par une journée passée entre les feuilles de calcul et les écrans, s'était endormie sur le canapé du bureau. Madeleine, toujours discrète, n'osait pas la réveiller. François, en la voyant ainsi, ressentit une forme étrange de gratitude. Il n'était pas un homme porté aux émotions faciles, encore moins à la reconnaissance spontanée, mais il savait que, sans cette intervention, il aurait signé hier la fin de son empire. Il se pencha sur son bureau, relut une dernière fois les dernières projections. Pour la première fois depuis longtemps, il vit autre chose qu'une spirale descendante. Ce n'était pas encore un salut, mais une brèche, fine, fragile et pourtant réelle. Il éteignit l'écran, ferma son ordinateur portable et regarda Élise dormir, le front posé sur ses bras croisés. Dans un murmure, il dit, sans que personne ne l'entende vraiment, « Tu viens peut-être de sauver une entreprise de 150 personnes. » Les jours suivants se succédèrent dans une tension contenue, presque irréelle, où chaque geste, chaque mot, chaque décision semblait s'inscrire dans un fil étroit entre le rétablissement et le précipice. La correction révélée par Élise n'avait pas seulement modifié une feuille de calcul. Elle avait déclenché un mouvement souterrain, un réexamen global de l'entreprise, comme si l'on venait soudain de tourner une lumière crue sur une pièce que l'on croyait vide. François Lambert, qui n'était jamais homme à laisser ses émotions guider ses choix, découvrait malgré lui
qu'un simple chiffre mal aligné pouvait peser autant qu'1 million d'euros, non par sa valeur brute, mais par le doute qu'il injectait dans les certitudes établies. Dans son bureau devenu centre de commandement improvisé, il supervisait désormais personnellement chaque vérification. Julie et Romain travaillaient nuit et jour à recompiler les projections avec les nouvelles données, intégrant toutes les rectifications, les doublons, les oublis. Le constat était sans appel. L'entreprise n'était pas en aussi mauvais état que les anciens rapports le laissaient entendre. Pire, elle aurait pu éviter la procédure de dépôt de bilan si les chiffres avaient été corrects dès le début. Cela n'effaçait pas la gravité de la situation actuelle, mais cela changeait fondamentalement le regard qu'il portait sur ses équipes, ses processus et lui-même. La question suivante s'imposait alors. Que faire de cette marge de manœuvre, aussi mince soit-elle? La nouvelle projection donnait à Synapse Technologies environ 7 semaines d'oxygène. Mais ce sursis était purement théorique, car les liquidités en caisse ne suffisaient pas à couvrir les 3 prochaines. François savait que pour que cette correction devienne une véritable bouée de sauvetage, il fallait de l'argent immédiatement. Et ce que les chiffres ne pouvaient pas encore compenser, c'était l'urgence du cash, cette respiration immédiate que seule une injection de fonds ou une suspension de créances pouvait procurer. Il convoqua une réunion en petit comité avec les responsables de la trésorerie, du juridique et de la relation fournisseur. Il leur exposa froidement la situation. Malgré les erreurs, il ne signerait pas la liquidation. En revanche, il exigeait une liste exhaustive des créanciers prioritaires, des paiements incontournables à très court terme et des contrats renégociables. Les réactions furent partagées. Certains, soulagés, y virent un regain d'espoir. D'autres, plus prudents, parlèrent de danger, de risques accrus. Le mot « irresponsable » fut même prononcé à demi-mot. Mais François ne céda pas. Il savait que ce choix n'était pas sans conséquences. En refusant de déposer le bilan, il exposait la société à des poursuites si elle ne pouvait honorer ses engagements. Il engageait aussi sa responsabilité personnelle, dans certains cas. Mais il n'avait plus de doute. Le plus grand risque n'était pas d'échouer en tentant, mais de laisser périr une entreprise sur la base de données erronées. Il préférait se battre, quitte à perdre plus, que de céder dans l'erreur. Il fit alors établir un plan d'urgence, avec pour objectif de geler toutes les dépenses secondaires, négocier des reports de paiement avec les principaux fournisseurs et surtout, trouver un moyen de sécuriser un financement temporaire, même modeste, pour tenir les premières semaines. Julie proposa de contacter à nouveau les anciens investisseurs potentiels en leur présentant les nouvelles projections corrigées. François accepta, mais il décida aussi d'aller plus loin. Il voulait revoir lui-même les échanges passés avec ses partenaires. C'est en plongeant dans les archives de correspondance qu'il remarqua un détail troublant. Un échange datant de 2 mois entre son directeur financier adjoint et un investisseur allemand qu'il ne se souvenait pas avoir lu ou autorisé. Le ton du message était sec, presque dissuasif, allant jusqu'à affirmer que l'entreprise ne disposait plus de capacités d'adaptation suffisantes et que le porteur de projet, lui-même, était émotionnellement instable face à la pression. François, abasourdi, relut le courriel 3 fois. Il n'avait jamais vu ce message, ni validé son envoi. Et il ne s'agissait pas seulement d'un mauvais choix de mots. Ce mail, à lui seul, pouvait expliquer pourquoi l'investisseur avait brutalement rompu tout contact après des semaines d'avancée. Il convoqua immédiatement le directeur concerné. La confrontation fut directe. L'homme tenta d'expliquer qu'il avait jugé préférable d'être transparent, que l'état de l'entreprise ne justifiait pas de nourrir des attentes irréalistes chez un investisseur étranger. Mais François ne crut pas un mot. Ce n'était pas une décision de prudence, c'était une tentative claire de saboter la négociation, par jalousie, par ambition ou par crainte d'un redressement qui redistribuerait les pouvoirs. Il ne pouvait pas encore le prouver. Mais il comprit que l'entreprise n'était pas seulement rongée de l'extérieur. Il y avait des forces internes qui, discrètement, jouaient contre sa survie. À la fin de cette journée, il convoqua une réunion restreinte avec 3 personnes, Julie, Romain et Clara, l'assistante administrative discrète mais méticuleuse qui avait été la première à compiler les feuilles de calcul après la découverte d'Élise. Il leur fit part de ses soupçons. Il leur demanda discrètement de l'aider à vérifier l'intégrité des échanges avec les partenaires clés. Il voulait savoir s'il y avait d'autres cas de désinformation ou d'obstruction. Tous 3 acceptèrent sans discuter. Ils savaient qu'ils marchaient sur une ligne fine,
Mais il comprenait aussi que quelque chose clochait dans les étages supérieurs de la direction. Ce soir-là, François rentra chez lui plus tard que d'habitude. Il n'avait pas signé la liquidation. Il avait découvert 2 erreurs de projection majeures. Il avait levé un coin du voile sur une possible trahison interne. Et il avait, sans le chercher, noué un lien étrange et silencieux avec une fillette de 11 ans qui avait vu ce que tout le monde avait raté. En s'allongeant sur son canapé, il ne pensa pas à la dette, ni à la pression médiatique, ni même aux menaces juridiques potentielles. Il pensa à cette ligne oubliée, à cette cellule vide, à ce chiffre manquant, et il comprit que parfois, c'est le détail le plus insignifiant qui porte tout le poids d'un empire. Dans la lumière bleutée de son bureau désert, François Lambert relisait pour la 4e fois l'échange de courriels qu'il avait trouvé par hasard, tentant de décrypter ce qui, au-delà des mots, relevait d'une stratégie invisible. Il n'y avait pas de menace explicite, ni de plan manifeste, mais le ton, les choix de vocabulaire, les silences entre les phrases, tout laissait entendre une volonté de dissuader, de disqualifier. Et ce n'était pas un cas isolé. Depuis 2 jours, grâce à l'aide discrète de Julie, Romain et Clara, il avait mis la main sur une série de messages qui, pris séparément, paraissaient anodins, mais qui ensemble formaient un motif. Des informations falsifiées, des résumés erronés de réunions, des données volontairement biaisées dans les rapports envoyés aux partenaires externes. Ce fut Clara qui découvrit le plus dérangeant. Un échange entre 2 anciens directeurs financiers, aujourd'hui toujours en poste, faisait référence à un investissement étranger promis par un fonds basé à Munich. L'un d'eux écrivait « Nous avons encore du temps avant que le PDG ne découvre que l'accord avec Gessler Capital n'a jamais été officiellement refusé. Tant qu'on garde la main sur les projections, il ne pourra pas relancer le sujet. » Ce simple paragraphe fit l'effet d'un électrochoc. François n'en croyait pas ses yeux. Gessler Capital était précisément le fonds qu'il avait tenté de convaincre, sans jamais recevoir de réponse claire après leur dernier échange. Il avait supposé qu'ils avaient changé d'avis. Mais visiblement, la décision finale n'était jamais venue d'eux. Il appela Julie en pleine nuit et lui demanda de vérifier dans les archives du CRM interne. Quelques minutes plus tard, elle confirma ce que François redoutait. Les derniers échanges avaient été supprimés du système principal, mais certains fragments restaient stockés dans des sauvegardes automatiques. Les traces montraient que l'investisseur attendait encore des éléments et qu'il n'avait jamais fermé la porte à un apport, bien au contraire. Il avait demandé des garanties supplémentaires, des projections financières à jour, celles-là même que les 2 directeurs avaient de faussées ou retardées. François comprit qu'il avait été manipulé, pas par un ennemi extérieur, pas par un concurrent, mais par sa propre équipe. Il y avait au cœur de Synapse Technologies une fracture profonde entre ceux qui voulaient sauver l'entreprise et ceux qui cherchaient à la voir tomber, ou du moins à la prendre entre leurs mains lorsque la poussière serait retombée. La révélation n'avait rien de spectaculaire, pas de réunion secrète, pas de complot ourdi dans l'ombre, mais une série d'actes discrets, camouflés sous le masque de la compétence, qui visait à saboter lentement l'autorité du PDG et à faire dériver le navire vers un naufrage contrôlé. Il ressentit une colère froide, non explosive, mais méthodique. Il ne pouvait pas affronter ses directeurs immédiatement. Il n'avait pas encore de preuves juridiques solides. Tout reposait sur des emails incomplets, des extraits de sauvegarde, des soupçons renforcés par des coïncidences. S'il agissait de manière précipitée, il risquait de perdre le peu de crédibilité qui lui restait auprès du conseil d'administration. Il devait assembler un dossier, une chronologie, des documents irréfutables. Durant les jours suivants, il travailla en secret avec Clara à recouper les informations. Ensemble, ils établirent une ligne temporelle des échanges avec Gessler Capital, comparant les versions officielles, les rapports internes, les messages envoyés depuis les boîtes personnelles. Ce fut un travail fastidieux mais précis. Clara, méthodique, montrait une rigueur inattendue. Romain, de son côté, retraçait les impacts des décisions financières douteuses sur les tableaux de trésorerie, prouvant qu'à plusieurs reprises, des prévisions avaient été ajustées après validation, parfois même à l'insu du service de contrôle. Au fil de l'enquête, François comprit que la dissimulation n'était pas née du hasard. Elle servait un projet précis, provoquer la chute du PDG en instillant l'image d'un homme dépassé, incapable de faire face. Une fois évincé, il était probable que les 2 directeurs en question se seraient positionnés comme sauveurs providentiels, proposant une restructuration radicale et reprenant l'entreprise à leurs mains
soit pour la revendre, soit pour en redéfinir les parts. Mais ce plan, aussi insidieux soit-il, n'avait pas prévu un détail. Une cellule vide dans une feuille de calcul et une petite fille qui regardait les chiffres comme un puzzle. François se surprenait à repenser souvent à ce moment-là, non pas avec émotion, mais avec lucidité. C'était le point de bascule, la faille dans le plan invisible. Et maintenant, il avait une nouvelle arme, la vérité. Il décida alors de rétablir le contact avec Gessler Capital. Mais il ne voulait pas le faire par un simple mail. Il rédigea une lettre manuscrite, accompagnée des nouvelles projections corrigées, avec une note personnelle où il exposait brièvement qu'il avait découvert des anomalies internes qui avaient biaisé leurs échanges. Il n'accusait personne directement, mais promettait de venir lui-même à Berlin présenter les documents et proposer une nouvelle voie de collaboration. Il demandait simplement un rendez-vous, sans intermédiaire. En parallèle, il convoqua un audit interne, prétextant une mise à jour réglementaire obligatoire. Il savait que cela mettrait ses adversaires sur la défensive, qu'ils tenteraient de verrouiller leurs traces. Mais cela l'arrangeait. Plus ils bougeraient, plus ils révéleraient leurs intentions. Il ne cherchait pas l'affrontement direct. Il voulait les faire tomber sous le poids de leurs propres contradictions. Clara, Julie et Romain comprirent rapidement ce qui se jouait. Un nouveau climat régnait dans les étages. Les rumeurs d'un sauvetage reprenaient. Certains employés qui avaient commencé à chercher du travail ailleurs restaient plus longtemps après les heures. Les réunions redevenaient un lieu d'échange, non de défense. L'autorité de François, que beaucoup croyaient finie, reprenait une forme nouvelle, non plus fondée sur l'aura d'un génie visionnaire, mais sur celle d'un homme qui, dans le chaos, avait gardé les yeux ouverts. Un soir, alors qu'il travaillait tard, il entendit frapper discrètement à sa porte. C'était Madeleine. Elle venait chercher Élise, qui, comme les jours précédents, était restée un moment dans le bureau à lire des documents qu'elle ne comprenait qu'à moitié, mais qu'elle regardait toujours avec cette attention silencieuse. François se leva, la remercia une nouvelle fois, sans emphase. Avant de partir, Élise lui dit simplement « Si vous retournez voir l'homme d'Allemagne, n'oubliez pas de lui montrer aussi ce tableau-là. Il est plus clair. » Elle désignait un graphique corrigé que François avait refait lui-même pour plus de clarté visuelle. Il sourit à peine mais hocha la tête. Elle avait raison. Encore. Le vent d'automne balayait la cour intérieure de l'immeuble comme une marée régulière, soulevant parfois les papiers échappés des sacs des employés pressés. À l'intérieur, pourtant, une autre agitation régnait, plus feutrée, plus contrôlée, mais non moins palpable. Depuis l'annonce d'un audit interne ordonné par François Lambert, la direction financière était en alerte. Les directeurs concernés avaient convoqué leurs équipes, donné l'ordre de verrouiller les accès, d'archiver les échanges, de se montrer discrets. Officiellement, il s'agissait d'une procédure de conformité. En réalité, tout le monde savait que quelque chose était en train de se jouer. François, lui, poursuivait son travail méthodique avec Julie, Clara et Romain, les seuls en qui il avait désormais confiance. Ensemble, ils poursuivaient leur contre-enquête, documentant les anomalies découvertes, traçant les liens entre les décisions et les manipulations internes. Mais cette phase de résistance ne se résumait pas à l'analyse technique. Elle nécessitait aussi de reconstruire la dynamique humaine de l'entreprise, de comprendre qui agissait encore par loyauté et qui suivait par peur ou opportunisme. C'est dans ce contexte que François commença à observer avec plus d'attention la présence discrète d'Élise et Madeleine. Tous les matins, la femme de ménage arrivait plus tôt que prévu, sa fille à ses côtés, carnet et stylo en main. La fillette s'installait dans un coin du bureau, lisait, observait, notait parfois. François, sans jamais l'inviter à intervenir, avait fini par lui laisser une tablette désactivée pour qu'elle puisse jouer ou dessiner, mais elle préférait rester attentive à ce qui se passait autour. Et il se rendit compte, avec une forme de perplexité tranquille, que son regard à elle percevait des détails que personne d'autre ne remarquait. Un après-midi, alors qu'il parlait avec Clara d'une série de factures étranges liées à une filiale secondaire à Toulouse, Élise se pencha doucement vers eux et dit « Cette société-là, vous l'avez aussi dans l'autre dossier. Elle revient 2 fois, mais avec des noms différents. Regardez les numéros. » Clara vérifia immédiatement. Elle resta quelques secondes figée, puis regarda François. Elle a raison. 2 entités différentes, mais même numéro d'identification fiscale. C'est la même structure, déguisée sous 2 raisons sociales. C'était plus qu'un détail.
C'était la preuve que l'une des sociétés facturait des services fictifs via une coquille administrative. Un schéma classique de détournement. François comprit que les montants modestes observés jusqu'alors n'étaient qu'une façade. Derrière, il y avait peut-être un système plus large, plus organisé. Et cette fois, il ne s'agissait pas de simples erreurs de calcul. Il s'agissait d'une fraude. Il décida de ne rien dire à personne, pas même au service juridique. Pas encore. Il ne voulait pas déclencher une réaction prématurée chez ceux qu'il suspectait. Il demanda discrètement à Romain de tracer toutes les transactions liées à cette entité sur les 12 derniers mois. Les résultats, obtenus 2 jours plus tard, furent édifiants. Plus de 130 000 € avaient été versés à cette filiale pour des prestations jamais livrées, sans aucune justification interne cohérente. Le tout validé par les 2 directeurs financiers aujourd'hui sur la sellette. Face à cette découverte, François comprit qu'il ne pouvait plus agir seul. Il avait besoin de plus que des analystes et des assistants loyaux. Il devait établir un réseau de confiance à l'intérieur même de l'entreprise. Et pas dans les étages supérieurs, mais là où les regards sont souvent les plus lucides, chez ceux qu'on ignore, qu'on n'écoute pas, mais qui voient tout. Il convoqua Madeleine, lui parla à voix basse, à l'abri des micros et des regards. Il lui demanda si elle connaissait d'autres employés de terrain qui, comme elle, aimaient observer et avaient un sens du détail. Elle lui parla de Noureddin, le portier de nuit, qui notait dans un carnet tous les allers-retours inhabituels, de Jérémy, le stagiaire du service informatique, qui avait déjà soulevé des incohérences dans les accès au réseau, et de Karine, assistante administrative, qui s'occupait des validations internes sans jamais poser de questions, mais qui connaissait tous les processus comme sa poche. François les convoqua discrètement, un par un. Pas dans son bureau, mais dans une petite salle de réunion inoccupée du 5e étage. Il leur expliqua ce qu'il avait découvert, ce qu'il soupçonnait, ce dont il avait besoin. Aucun d'eux ne demanda de contrepartie. Tous avaient senti depuis des mois que quelque chose n'allait pas. Ils avaient vu des anomalies, entendu des rumeurs, mais n'avaient jamais osé les remonter. Cette fois, on leur tendait la main, et ils l'acceptèrent. Le réseau invisible, comme l'appela Romain en plaisantant, se mit rapidement en marche. Noureddin nota les heures de sortie nocturnes inhabituelles de certains cadres. Jérémy fouilla les logs informatiques, découvrant que plusieurs fichiers sensibles avaient été consultés à des heures irrégulières depuis des adresses IP internes masquées. Karine récupéra discrètement les bons de commande, identifiant une dizaine de cas suspects liés à des fournisseurs fictifs. Toutes les pièces commençaient à s'assembler. Pendant ce temps, les directeurs visés multipliaient les gestes de contrôle. Ils parlaient de réduire les effectifs, de reprendre le pouvoir décisionnel centralisé, de suspendre les projets d'innovation. Officiellement, c'était pour stabiliser l'entreprise. Mais François comprenait que c'était une tentative de replier les cartes avant que la vérité n'éclate. Il ne réagit pas. Pas encore. Chaque jour, son dossier se renforçait. Il voulait que, le moment venu, il n'y ait aucune échappatoire possible. En parallèle, il poursuivait sa stratégie de communication discrète avec Gessler Capital. Il avait reçu une réponse positive à sa lettre. Un rendez-vous avait été fixé à Berlin dans une semaine. Ce serait le moment décisif. S'il parvenait à convaincre l'investisseur de la viabilité de Synapse et à sécuriser un apport temporaire, il pourrait affronter le conflit interne avec une nouvelle légitimité. S'il échouait, il lui resterait peu de cartes. Un soir, alors qu'il quittait le bureau, il croisa Élise dans le hall dessinant sur un coin de feuille. Il s'arrêta, regarda ce qu'elle faisait. C'était un organigramme improvisé, avec des flèches, des noms, des cercles. Elle avait représenté les gens qu'elle avait croisés, ceux qu'elle aimait bien, ceux qui faisaient semblant d'écouter. Elle avait dessiné François, en haut à gauche, mais relié par une flèche à sa mère, à Karine, à Noureddin, à Romain et à d'autres. Il prit la feuille, la regarda longuement. Elle avait compris, sans le dire, ce qu'il tentait de construire. Une autre manière de gérer, de voir, de croire. Pas une hiérarchie fondée sur le titre ou la fonction, mais sur la clarté, la vigilance et la confiance silencieuse. Et dans cette vision enfantine mais lucide, il trouva une forme de réconfort qu'aucun tableau Excel n'aurait su lui offrir. L'aube du jour apportait un calme trompeur. Au sein de l'ensemble des bureaux de Synapse Technologies, plus rien ne fonctionnait de façon automatique, sans que personne ne s'en étonne. Les réunions avaient changé de ton, les regards s'étaient élargis,
et même les couloirs semblaient respirer un air de vigilance renouvelée. Pour François Lambert, directeur exécutif assiégé il y a encore peu, c'était le moment de mettre en œuvre ce qu'il avait retenu de sa fillette observatrice, de ses alliés invisibles et du réseau informel qu'il avait constitué. Le temps pour l'action était venu, mais il fallait désormais passer de la réaction à la construction, de la survie à la restructuration. Dès que la lumière naturelle s'infiltra dans son bureau, François convoqua les membres de ce qu'il nommait désormais son petit cercle de confiance. Ils se réunirent autour d'une grande table ronde, sans autre hiérarchie que celle de l'urgence. Il y avait Madeleine, la femme de ménage et mère d'Élise, Noureddin, le portier de nuit attentif aux allées-venues inconnues, Jérémy, le stagiaire informatique aux yeux de lynx sur les logs d'accès, Karine, l'assistante administrative connaissant les processus depuis l'intérieur, et bien sûr, Julie et Romain, déjà mobilisés dans les calculs et les enquêtes. François exposa son plan. Il fallait reconstruire l'entreprise non plus comme une machine à croissance automatique, mais comme un organisme attentif à chaque rouage, à chaque voie, visible ou non. La première tâche fut d'établir une cartographie complète de la structure interne. Toutes les filiales, toutes les sociétés satellites, chaque poste de dépense, chaque flux financier. Jérémy prépara un outil de visualisation rapide pour repérer les anomalies à venir. Karine rassembla les bons de commande et valida les correspondances entre fournisseurs et prestations. Noureddin organisa une veille discrète sur les mouvements dans les locaux après les heures normales de bureau. Madeleine servit de point d'ancrage. Elle observait les habitudes humaines, notait ce qui ne collait pas, comme elle disait avec simplicité. Le plan était simple, mais exigeait rigueur et constance. Pendant ce temps, François contacta le conseil d'administration. Il annonça que l'entreprise allait entrer dans une phase de revitalisation et de transparence renforcée, sans donner plus de détails. Cette annonce fut reçue avec scepticisme, comme souvent lorsqu'un dirigeant en crise tente un redémarrage. Mais François n'avait pas le choix. Il devait engager la transformation avant d'être poussé à la marge. Il savait que l'image externe comptait presque autant que la réalité interne. Il projetait une communication claire, reposant sur des chiffres plus exacts, une gouvernance plus ouverte et surtout une écoute réelle. Il distribua des rôles dans le petit cercle. Julie superviserait la mise à jour complète des projections et la préparation d'un document de synthèse à présenter à l'investisseur allemand. Romain allait établir un système d'alerte précoce. Chaque nouveau bon de commande supérieur à une certaine somme serait soumis à un double contrôle. Karine et Jérémy créeraient ensemble un tableau de bord des sous-contrats, des filiales et des redondances. Noureddin et Madeleine tiendraient un journal informel, des irrégularités observées. Confidentiel mais capital. François, lui, se chargerait de la relation stratégique avec le futur partenaire extérieur et de la réorganisation éventuelle, avec mise à jour des responsabilités. Ce plan, pourtant simple en apparence, recelait un écueil majeur. Le temps manquait. Le glissement de trésorerie se poursuivait, chaque jour apportait son lot de coûts fixes qui s'ajoutaient au passif. François estima qu'il ne disposait plus que 50 jours de marge pour obtenir un apport ou convaincre un partenaire stratégique. Il était conscient qu'à partir du jour 60, si rien n'était fait, la situation deviendrait irréversible. C'était une course contre la montre, mais il la menait désormais avec un équipage inattendu, attentif, engagé. En parallèle, il convoqua les responsables des services innovation, marketing et développement stratégique. Il leur annonça que toute expansion internationale était suspendue jusqu'à nouvel ordre. Il déclara que le futur ne se construirait plus uniquement sur la conquête de marché, mais sur l'optimisation de l'existant, le contrôle des coûts, la fiabilité des données. Certains responsables protestèrent, évoquant les pertes d'opportunités, les coûts immatériels. François fut clair. Nous devons stabiliser avant de grandir. Cette phrase, pour beaucoup, signifiait un retour brutal à la récession. Pour François et son cercle, elle signifiait discipline, clarté et reconstruction. Le petit cercle se mit à travailler sans relâche. Chaque soir, les membres rapportèrent leurs constatations. Les résultats ne tardèrent pas à apparaître. Karine identifia 2 fournisseurs qui facturèrent des prestations alors que les livrables étaient inexistants. Jérémy détecta un jeu de redirection d'emails internes vers des boîtes non contrôlées. Noureddin repéra des entrées tardives dans un parking fermé,
associés à des employés externes. Madeleine nota que certains cadres venaient dès 6 heures du matin sans badge, puis repartaient tard, sans justification apparente. Tout était pris en note, consigné, minuté. Dans un de ces rares moments de recul, François réalisa que la structure de l'entreprise était plus fragile qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement un dépassement de coûts ou une croissance mal gérée. C'était une culture d'inattention, une dilution du contrôle, un sentiment d'impunité qui régnait dans certains secteurs. Il comprit que le redressement ne passerait pas uniquement par la correction des chiffres, mais par un changement de posture, dans le management, dans la direction, dans l'organisation horizontale et verticale. Il décida donc d'introduire une initiative pilote. Chaque employé, quel que soit son poste, pourrait signaler anonymement toute irrégularité, tout doute sur un flux ou un comportement. Une boîte à idées, un numéro interne, un protocole simple. Cette mesure, modeste à première vue, envoyait un message fort. Vous avez le droit de voir, vous avez le droit de parler. Ce message fit trembler certains responsables de longue date, mais il résonna parmi les équipes plus techniques, plus fragiles, plus attentives à ce qui se passait. Alors que la première semaine du nouveau plan s'écoulait, François prépara son voyage à Berlin. Il rappela à Julie qu'il fallait finaliser la présentation et l'envoyer 3 jours avant le rendez-vous. Il demanda à Romain de prévoir une simulation de projection à 5 ans, en exposant les hypothèses les plus pessimistes et les scénarios de reprise rapide. Il voulait arriver devant l'investisseur avec un discours crédible, sérieux, clair et surtout vérifiable. Il ne voulait plus de promesses vaines, il voulait des faits. La veille de son départ, il entra dans le hall de l'entreprise, croisa Élise qui revenait du bureau de sa mère et lui demanda si elle voulait voir ce qu'il apportait à Berlin. Elle hocha la tête timidement. Il lui montra brièvement une version simplifiée du document avec des graphiques lisibles. Elle regarda, sourcils froncés, puis dit « Monsieur Lambert, j'ai un doute ici aussi. Vous avez mis 2 barres pour les autres revenus au lieu d'une. Cela montre une diminution où il y en a une hausse. » François sourit sans joie. Il savait qu'il attendait le bon numéra pour le corriger. Il hocha la tête et promit de vérifier. À cet instant, il comprit que le plan ne serait jamais parfait, que l'attention aux détails ne s'arrêterait pas. Mais il était prêt. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit que l'avenir n'était pas seulement une suite possible d'échecs, mais un terrain sur lequel il pouvait et devait agir. Et alors que la nuit tombait sur Paris, il fit ses valises pour Berlin, emportant avec lui les feuilles corrigées, la confiance fragile de son équipe et la conviction que cette fenêtre courte de temps pouvait bien être celle de la renaissance de Synapse Technologies. Le vol pour Berlin décolla à 7 heures du matin, dans un silence ponctué par le souffle sourd des moteurs. François Lambert, assis côté hublot, relisait pour la 100e fois les documents qu'il allait présenter au siège de Gessler Capital. Il savait que chaque page comptait. Ce n'était pas seulement une question d'investissement. C'était une question de crédibilité, de relance, d'une nouvelle narration à imposer dans un paysage où Synapse Technologies n'était plus considéré que comme une entreprise à l'agonie. Pourtant, au fond de lui, il savait que le plus grand danger n'était pas là-bas, en Allemagne. Il était chez lui, au sein même de ses propres murs, dissimulé sous des titres ronflants et des chemises bien repassées. Alors qu'il survolait les plaines encore brumeuses de l'Est de la France, ses pensées revenaient au dernier rapport qu'il avait reçu avant son départ. Le petit groupe formé autour de Clara, Julie, Romain, Karine, Noureddine et Jérémy avait poursuivi sa mission avec une efficacité méthodique, et les découvertes des dernières 48 heures avaient changé de nature. Il ne s'agissait plus seulement d'incohérences ou de failles de gestion. C'étaient des preuves, des documents falsifiés, des fichiers stockés sur des serveurs externes, des paiements effectués à une société domiciliée au Luxembourg, identifiée comme filiale de Synapse, mais inconnue des registres internes. Le schéma se dessinait avec une précision croissante. 2 hauts cadres utilisaient une structure fantôme pour détourner discrètement des ressources depuis au moins 3 ans. Les premiers éléments découverts par Jérémy montrèrent que les serveurs avaient été utilisés durant la nuit via des connexions VPN masquées. Le trafic réseau, analysé ligne à ligne, confirmait que des fichiers de contrats, des tableaux de ventilation budgétaire et même des échanges avec des fournisseurs y étaient transférés en dehors des heures de bureau. La filiale Sion AG, supposée être une antenne allemande de Synapse Technologies, n'était en réalité qu'un écran.
L'adresse correspondait à un espace de domiciliation partagé avec plus de 600 autres entités, toutes sans activité connue. Le nom d'un des directeurs financiers figurait comme consultante externe de cette structure. Cette information, Clara l'avait obtenue en appelant une agence locale sous une fausse identité, se faisant passer pour une partenaire commerciale cherchant à contacter Sion AG. Avec ces éléments, François ne pouvait plus se contenter de douter. Il détenait désormais les bases d'un dossier de fraude. Mais il savait aussi que les implications étaient immenses. Il ne s'agissait plus de négligence ou d'incompétence, mais d'une trahison pure, répétée, dissimulée sous des rapports, des présentations, des paroles feutrées dans les réunions mensuelles. Il fallait agir vite, mais avec une rigueur absolue. Toute erreur de procédure pouvait faire capoter une action judiciaire ou permettre aux coupables de se protéger derrière des artifices juridiques. Arrivé à Berlin, François se rendit directement au siège de Gessler Capital. L'accueil fut formel mais courtois. Le responsable du fonds, Marcus Eberhardt, l'attendait dans une salle de conférence vitrée avec 2 collaborateurs. Il avait accepté la rencontre avec réserve, mais sa curiosité était visible. François entra, posa son dossier et parla sans détour. Il exposa les erreurs initiales, les manipulations internes découvertes, les nouvelles projections corrigées et surtout le plan d'action qu'il avait lancé depuis 2 semaines. Marcus ne posa aucune question durant les 20 premières minutes. Il écoutait, lisait, prenait des notes. Puis, soudain, il releva les yeux. « Et que ferez-vous si les personnes impliquées sont encore en poste demain ?» François n'hésita pas. « Elles seront suspendues dès mon retour, et nous transmettrons le dossier complet aux autorités fiscales et judiciaires. Je ne protège personne. » Le reste de la réunion fut plus technique. Les projections furent disséquées, les hypothèses interrogées. Mais à la fin de l'échange, Marcus déclara simplement « Ce que vous proposez est risqué, mais cela peut fonctionner. Nous sommes prêts à investir sous réserve que vous preniez le contrôle total des opérations, que vous écartiez les personnes impliquées et que vous nous fournissiez un plan de redressement chiffré dans les 5 jours. » François hocha la tête. Il n'espérait pas mieux. Il savait que les conditions étaient exigeantes, mais elles étaient acceptables. Il salua les représentants du fonds et sortit dans le froid tranchant de Berlin avec une étrange sensation de lucidité. L'argent allait arriver. Ce n'était plus un rêve, ni une hypothèse, mais ce n'était que le début. De retour à Paris, il réunit immédiatement son cercle restreint. Il leur fit part de l'accord de principe. Puis, sans attendre, il convoqua une réunion extraordinaire avec les 2 directeurs impliqués. Il les fit asseoir dans la salle du conseil, leur exposa les éléments recueillis, les incohérences, les sociétés écrans, les virements. L'un tenta de nier, l'autre resta silencieux. François ne chercha pas à obtenir d'aveu. Il leur annonça leur mise à pied immédiate, l'ouverture d'une enquête interne officielle et le transfert du dossier à la brigade financière. Il avait préparé les lettres avec l'équipe juridique dès son retour. Tout était formalisé, irréprochable. Le choc fut immense dans l'entreprise. L'annonce du départ des 2 piliers du service financier se répandit comme une onde de choc. Mais François prit la parole devant l'ensemble des cadres 2 heures plus tard. Il expliqua, sans entrer dans les détails juridiques, que des actes graves avaient été identifiés et que des mesures étaient prises pour restaurer l'éthique et la transparence. Il annonça la nomination de Julie à la direction financière intérimaire et la création d'un comité interne de supervision auquel participeraient Clara et Karine. Le message était clair, les postes les plus sensibles seraient désormais occupés par ceux qui avaient prouvé leur vigilance. Cette semaine-là, l'entreprise vécut une transformation silencieuse mais profonde. Les employés, d'abord sidérés, commencèrent à ressentir une forme de soulagement. Les voix jusque-là étouffées osaient s'exprimer. Des idées nouvelles émergèrent. Les réunions se remplirent à nouveau. Synapse Technologies n'était pas encore sauvée, mais elle redevenait vivante. Un soir, alors qu'il quittait le bâtiment, François aperçut Élise qui l'attendait en bas, carnet à la main. Elle lui demanda s'il avait eu ce qu'il voulait à Berlin. Il répondit que oui. Elle lui tendit une feuille où elle avait dessiné un escalier avec des noms à chaque marche. Tout en bas, elle avait écrit « Ceux qui mentent », au milieu « Ceux qui regardent » et tout en haut « Ceux qui écoutent ». Il garda le dessin, sans un mot, mais avec la certitude tranquille que, cette fois, rien ne serait plus comme avant.
Quelques jours après la mise à pied officielle des 2 directeurs financiers impliqués dans la fraude, l'ambiance chez Synapse Technologies oscillait entre une énergie nouvelle et une prudence diffuse. Les collaborateurs n'osaient pas encore parler de renouveau, mais chacun ressentait que la direction du vent avait changé. Le ton dans les réunions était plus concentré. Les mails internes perdaient leur vernis bureaucratique habituel. François Lambert, tout en poursuivant la mise en œuvre de ses réformes internes et en répondant aux exigences de Gessler Capital, ne parvenait pas à chasser de son esprit une question persistante. Comment une fillette de 11 ans avait-elle pu détecter en quelques secondes une erreur que les meilleurs analystes de son entreprise avaient laissé passer pendant des semaines? Ce n'était pas une simple coïncidence. Trop de détails, trop de précisions s'étaient accumulées depuis ce jour où Élise avait pointé du doigt la cellule vide sur sa table. À plusieurs reprises, elle avait fait remarquer des anomalies, posé des questions qui avaient mené à des vérifications cruciales. Ce n'était pas de la chance, c'était une forme de compréhension. Or, une fille de cet âge n'était pas censée lire des feuilles de calcul avec une telle aisance, même par simple intuition. Un soir, alors que le calme s'installait dans les bureaux, François aperçut Madeleine qui nettoyait les salles du 2e étage. Il descendit lui parler, sans autre intention que de satisfaire sa curiosité. Il lui demanda, de manière directe, si Élise avait déjà eu un contact particulier avec les chiffres ou si elle avait été formée à quelque chose de spécifique. La réponse de Madeleine fut d'abord vague. Elle parlait de l'intérêt de sa fille pour les mathématiques à l'école, de son habitude à lire les tickets de caisse au supermarché, à faire les comptes à la maison. Mais François sentait qu'il manquait une pièce. Alors il insista, calmement, sans pression. Madeleine hésita un instant, puis finit par lui confier quelque chose qu'elle n'avait jamais raconté à personne dans l'entreprise. Elle lui parla d'un ancien comptable, retraité depuis plusieurs années, qui travaillait quelques soirs par semaine comme agent d'entretien dans l'immeuble de Synapse Technologies, bien avant que François n'en prenne la tête. Il s'appelait Marcel Berthier. Un homme discret, minutieux, passionné par les chiffres, c'est lui qui, lorsque Madeleine avait été embauchée comme femme de ménage à temps partiel, s'occupait des étages supérieurs avec elle. Élise était encore toute petite à l'époque, et parfois, faute de baby-sitter, elle l'accompagnait. François l'écoutait avec attention. Madeleine poursuivit. Pendant que sa mère travaillait, Marcel s'asseyait avec Élise dans la cafétéria vide, lui montrait des tableaux, des chiffres, des petits jeux qu'il dessinait sur des serviettes en papier. Il lui expliquait les formules de base, la logique des colonnes, la manière dont les chiffres dialoguent entre eux. Il ne s'agissait pas d'un enseignement rigoureux, mais d'un partage ludique, d'un dialogue entre un vieil homme et une enfant curieuse. Et cet apprentissage informel s'était prolongé pendant près de 2 ans, jusqu'au départ de Marcel pour raison de santé. François resta silencieux. Il mesurait enfin la portée de cette influence oubliée. Ce n'était pas un prodige, ni un talent tombé du ciel. C'était le fruit d'un lien improbable, d'un moment suspendu dans les marges de l'entreprise. Une fillette, un comptable à la retraite, un local vide, des heures silencieuses. Il demanda à Madeleine si elle savait ce qu'était devenu Marcel. Elle répondit qu'il vivait toujours dans la région parisienne, dans un petit appartement à Montrouge, mais qu'il était malade, très affaibli et ne recevait presque plus personne. Le lendemain, sans en parler à personne, François se rendit à l'adresse indiquée. Il trouva un immeuble ancien, une façade fatiguée, un interphone en partie effacé. Il monta les étages à pied. Marcel ouvrit après de longues secondes, un peu surpris mais pas méfiant. François se présenta, expliqua qui il était, ce que représentait aujourd'hui Synapse et pourquoi il venait. Il ne parla pas d'argent, ni de reconnaissance. Il parla simplement d'Élise, de ce qu'elle avait vu, de ce qu'elle avait appris et de ce que cela avait changé. Marcel, un homme au regard flou mais encore vif, écouta sans interrompre. Il se mit à sourire doucement, puis à rire d'un rire sec, presque gêné. « Je ne lui ai rien appris, monsieur Lambert. J'ai juste répondu à ses questions. C'est elle qui posait les bonnes. Moi, je faisais passer le temps. » François lui tendit une feuille, une copie de la première erreur détectée dans le tableur, celle du champ mal renseigné. Marcel la lut et haussa les épaules. Oui, elle aimait bien ce genre de choses. Elle disait que le chiffre devait avoir un ami au-dessus et en dessous. C'était sa façon de dire que les données devaient être logiques. Elle voyait quand ça ne collait pas. Ils parlèrent 1 heure, peut-être plus. François repartit sans avoir fait de promesses, mais avec une certitude renforcée. La justesse n'est pas une fonction du titre, ni du diplôme.
Elle est une question d'attention, de culture transmise, de disponibilité à regarder autrement ce que tous considèrent comme figé. De retour à l'entreprise, il fit imprimer une copie du graphique corrigé avec lequel il avait convaincu Gessler Capital. Il le plastifia et le fit accrocher discrètement dans le couloir central du département financier, sans nom, sans mention. Mais au verso, il inscrivit au stylo, toujours vérifier la ligne du dessous. Seuls ceux qui savaient comprendraient. À la fin de la journée, Élise était dans son coin habituel, carnet sur les genoux. François s'approcha, s'accroupit à son niveau et lui dit calmement « Tu sais que tu as appris ça d'un homme qui aimait beaucoup les chiffres, n'est-ce pas ?» Elle sourit timidement. « Marcel. Maman me l'a dit. Il me montrait des colonnes comme des escaliers. Il disait que les chiffres ne devaient pas tomber. » François la remercia. Pas avec des mots, juste avec ce silence que l'on réserve aux évidences, à celles qui n'ont pas besoin d'être décorées. Il repartit vers son bureau tandis que la lumière tombait lentement sur les vitres opaques de la ville. Il avait trouvé l'origine. Il lui restait maintenant à bâtir la suite. Le retour de François Lambert au siège de Synapse Technologies, après sa visite à Marseille, marqua un tournant dans sa manière d'envisager le rôle de dirigeant. Ce n'était plus simplement une fonction stratégique ou décisionnelle, mais une position d'écoute, d'observation et de correction constante. Armé de cette nouvelle lucidité, il finalisa avec Julie et Romain le document stratégique à présenter officiellement à Gessler Capital pour concrétiser l'accord annoncé verbalement à Berlin. L'enjeu était colossal. Le fonds allemand n'investirait que si tout était parfaitement documenté et transparent, et s'il pouvait constater une prise de contrôle totale par François. Ce dernier n'avait plus droit à la moindre approximation. Le dossier de 120 pages, intitulé Synapse, plan de redressement structurel à 6 mois, fut terminé en 3 jours. Chaque poste y était justifié, chaque projection bâtie sur les nouvelles données corrigées. Julie avait restructuré toute la partie financière, éliminant les doublons, les excès, les prévisions fondées sur des hypothèses hasardeuses. Romain avait développé un tableau dynamique pour la gestion de trésorerie en temps réel, relié directement aux comptes bancaires et aux mouvements internes. Clara et Karine avaient vérifié ligne par ligne chaque contrat actif, chaque prestataire, chaque flux d'approvisionnement. Ce n'était plus un document marketing. C'était un outil d'autopsie, de reconstruction, de pilotage. Gessler Capital reçut le dossier, l'analysa et proposa une nouvelle réunion, cette fois virtuelle, avec les décideurs du fonds, les juristes et un observateur externe. La réunion eut lieu un jeudi matin dans la salle de conférence principale de Synapse, aménagée pour l'occasion avec 2 grands écrans, une connexion sécurisée et un système de captation pour enregistrement intégral. François, debout, présenta lui-même les 20 premières minutes, sans lire ses notes. Il exposa les erreurs passées, la fraude identifiée, les mesures prises, la nouvelle équipe de contrôle et surtout les signes de reprise concrets déjà visibles. Amélioration de la trésorerie par réduction des dépenses inutiles, recentrage stratégique sur les produits rentables, suspension des extensions déficitaires. Markus Eberhardt, du côté allemand, écouta sans jamais interrompre. Puis il interrogea Julie sur les ratios de liquidité, Romain sur la robustesse du système de monitoring, Clara sur les procédures de validation. Tous répondirent avec assurance, mais sans forcer. Ils parlaient à partir de ce qu'ils avaient vu, nettoyé, reconstruit. Au bout d'1 heure et 42 minutes, Markus annonça que Gessler Capital entrait officiellement dans la phase opérationnelle de l'investissement. Le premier apport d'un montant de 5 millions d'euros serait effectué sous 48 heures, suivi d'un deuxième apport conditionné au respect du plan. En contrepartie, François devait rester en poste pendant au moins 18 mois, avec pouvoir exécutif élargi, et publier un rapport mensuel certifié. Lorsque la connexion fut coupée, un silence envahit la pièce. François ne dit rien. Il regarda Julie, puis Romain, puis Clara. Il n'y eut ni applaudissements, ni effusion. Juste un long soupir collectif. Ils venèrent de réussir ce qui, 3 semaines plus tôt, paraissait irréalisable. L'entreprise était encore fragile, mais elle avait désormais un avenir. Ce n'était plus une question d'espérance. C'était une réalité validée, financée, contractuelle. Le lendemain, la première tranche de l'investissement arriva sur le compte de l'entreprise. François convoqua une réunion avec les responsables des départements critiques. Il leur exposa la nouvelle feuille de route.
Pas de retour à la normale, pas de célébration, seulement un engagement. Chaque euro serait investi dans la reconstruction des bases. Il annonça également qu'un audit externe permanent serait en place et qu'aucun budget ne serait désormais validé sans validation croisée par le comité de surveillance interne, auquel participeraient, en alternance, des membres du personnel opérationnel. Une première dans l'histoire de Synapse. Le même jour, il fit un geste que personne n'avait anticipé. Il descendit dans le sous-sol, là où travaillaient encore les équipes de maintenance et d'entretien, et il réunit tout le personnel technique et logistique. Il les informa que les décisions stratégiques de l'entreprise seraient dorénavant partagées dans une lettre mensuelle, traduite dans un langage simple, distribuée à chaque salarié, y compris ceux sans adresse e-mail professionnelle. Il expliqua que tout signalement, même anonyme, serait lu et analysé dans les 48 heures. Ce n'était pas un discours populiste, c'était une réforme de la circulation de l'information. Il en avait tiré la leçon. Ceux qui voient les dysfonctionnements en premier ne sont pas toujours ceux qui ont le droit d'en parler. Ce même soir, François reçut un appel de l'un des membres restants du conseil d'administration. L'homme, d'habitude distant, le félicita froidement, mais sans ironie. Il lui demanda s'il comptait maintenir cette gouvernance horizontalisée à long terme. François répondit sans hésitation. Il n'y avait pas d'autre voie. Ce qui avait été reconstruit l'avait été par des gens qui, jusque-là, n'avaient pas voix au chapitre. C'est ce silence-là qu'il ne voulait plus voir. La nouvelle circula dans les médias spécialisés. Synapse Technologies renoue avec les investisseurs allemands après un audit interne fulgurant. Les journaux ne parlaient pas d'Élise, ni de Marcel, ni de Madeleine. Mais François, lui, n'oubliait rien. Chaque étape franchie depuis cette erreur corrigée avait reposé sur un fil tendu entre vigilance, loyauté et transparence. Et ce fil, aussi ténu soit-il, avait résisté à ce que la meilleure stratégie du monde n'aurait pas pu redresser seule. Quelques jours plus tard, alors que les premiers projets de réorganisation concrète étaient lancés, Élise entra dans le bureau de François avec sa mère. Elle tenait à la main une enveloppe décorée. À l'intérieur, un petit carnet rouge. Sur la première page, elle avait dessiné une série de colonnes, puis écrit, en lettres tremblantes mais lisibles, « Quand un chiffre tombe, il faut quelqu'un pour le relever. » François garda le carnet, le rangea dans le tiroir de gauche de son bureau et n'en parla à personne. Ce n'était pas un trophée, c'était un rappel, constamment présent, silencieux, essentiel. L'arrivée des premiers fonds de Gessler Capital avait permis d'éloigner le gouffre immédiat. Mais François Lambert savait que ce n'était qu'un répit. L'argent, à lui seul, ne purifie pas une entreprise. Il ne suffit pas de recapitaliser pour que la confiance revienne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Ce qu'il restait à restaurer, c'était l'intégrité, la légitimité, la cohérence d'un système mis à mal par des années de petits silences, de décisions dissimulées et de jeux d'influence entre les étages supérieurs. L'heure n'était plus au pilotage financier. L'heure était à la justice, à la remise à niveau moral et organisationnel de Synapse Technologies. Dès la confirmation officielle de l'investissement, François lança la procédure de constitution d'un dossier juridique à l'encontre des 2 anciens directeurs financiers. Il ne s'agissait pas d'une manœuvre défensive, ni d'un geste symbolique, mais d'un acte nécessaire. Clara, Romain et Karine avaient consolidé les preuves accumulées. Virements injustifiés, fausses filiales, manipulation des données internes, détournements subtils, tout cela documenté ligne par ligne, illustré par des captures, comparaison de versions et correspondances extraites des serveurs. L'équipe juridique, en lien avec le cabinet externe mandaté par Gessler, travailla de manière discrète mais rigoureuse. La plainte fut déposée auprès du parquet économique de Paris, accompagnée d'un rapport circonstancié. François ne fit aucune déclaration publique. Il ne convoqua pas la presse. Pas de conférence, pas de mise en scène. Juste une transmission propre, encadrée, avec pour seule ambition que les faits soient jugés. Parallèlement, il restructura la direction de l'entreprise. Julie fut officiellement nommée directrice financière. Clara prit en charge le département de conformité et de contrôle interne. Romain conserva la direction analytique, mais avec un rôle élargi sur les outils de surveillance. Karine, qui jusqu'ici était assistante, se vit confier la coordination administrative des procédures transversales, un rôle hybride entre gestion et audit interne. Chaque poste fut redéfini, non selon les anciens organigrammes, mais selon la compétence démontrée,
la fiabilité observée, l'implication concrète. Aucune promotion ne fut politique. Aucun poste ne fut attribué par défaut. Mais l'évolution la plus significative se produisit ailleurs, dans la culture même de l'entreprise. François imposa un nouveau protocole de décision. Tout projet dépassant un certain budget devait être présenté devant un comité mixte composé de membres de la direction, de représentants du personnel opérationnel et d'un observateur externe désigné par les actionnaires. Ce comité avait un droit de veto temporaire, valable 3 jours ouvrables, pour toute décision jugée précipitée ou opaque. C'était un mécanisme de frein volontaire, inspiré par les erreurs passées. Plus aucun projet ne pouvait être validé sans confrontation des perspectives. Il mit également en place un système de retour d'informations en double boucle. Chaque employé pouvait soumettre, de façon confidentielle, une alerte sur un processus interne, une incohérence ou même une erreur constatée. Ces alertes étaient traitées en priorité par une cellule autonome, rattachée directement à la direction générale. L'anonymat était garanti, mais chaque alerte devait être justifiée, argumentée. Le dispositif ne visait pas à instaurer une surveillance généralisée, mais à encourager une vigilance active et responsable. François, à chaque fin de semaine, recevait une synthèse, et il la lisait personnellement. Peu à peu, ce changement se fit sentir. Les réunions perdirent leur dimension formelle et hiérarchisée. Les échanges redevinrent techniques, concrets. Les objectifs, jusque-là formulés en termes de croissance et de conquête, furent redéfinis autour de la résilience, de la transparence, de la durabilité des choix. Même le langage changea. On ne parlait plus de performance, mais de stabilité maîtrisée. On ne promettait plus des résultats, on s'engageait sur des vérifications. La confiance, ce mot galvaudé, reprenait un sens pratique. En interne, les réactions furent multiples. Certains anciens cadres, habitués à l'ancien système, démissionnèrent d'eux-mêmes. D'autres, plus jeunes ou jusqu'ici silencieux, proposèrent spontanément des améliorations de processus. Une dynamique nouvelle émergeait. Pas enthousiaste, pas bruyante, mais calme, constante, structurée. François observait cela avec prudence. Il savait que l'euphorie est le plus grand ennemi de la rigueur. Il refusa toute célébration, toute opération de communication. Il n'y aurait pas de nouvelle ère proclamée. Il y aurait simplement un travail long, patient, où chaque jour serait l'occasion de confirmer ce qui avait été initié. Dans le même temps, Gessler Capital restait vigilant. Le fonds exigeait un suivi régulier et ses analystes posaient des questions précises, ciblées, techniques. François ne s'en plaignait pas. Cette rigueur externe était le miroir nécessaire à son propre contrôle. Il avait compris que l'indépendance ne signifie pas l'absence de contraintes, mais la capacité à répondre aux contraintes avec des outils propres. 1 mois après la confirmation du financement, une première audience fut fixée dans l'affaire des détournements. Les anciens directeurs, par l'intermédiaire de leurs avocats, tentèrent de négocier une conciliation. François refusa catégoriquement. Il tenait à ce que le dossier soit jugé. Non par vengeance, mais parce que l'entreprise, pour guérir, avait besoin que la faute soit nommée, reconnue, enregistrée. L'impunité détruit plus sûrement que la dette. En interne, les salariés prirent connaissance de la procédure sans qu'aucune fuite ne vienne ternir l'image de Synapse. Le nouveau système de communication interne, sobre, précis, permit d'expliquer les faits sans stigmatiser, sans dramatiser. C'était un changement fondamental. L'entreprise parlait désormais de ce qu'elle faisait, et ce qu'elle disait, elle le faisait. Cette cohérence-là était inédite. Ce fut aussi pendant cette période que François eut une discussion plus personnelle avec Madeleine. Il lui proposa un poste à mi-temps au sein du département logistique, non par charité ni par reconnaissance excessive, mais parce qu'elle connaissait le fonctionnement physique de l'entreprise mieux que beaucoup. Elle accepta après hésitation, soucieuse de ne pas être une exception. François la rassura. Ce qu'il construisait désormais, c'était un modèle où chacun, à sa place, pouvait devenir acteur. Ce n'était pas une faveur, c'était une correction du déséquilibre structurel. Quant à Élise, elle continuait de venir régulièrement, toujours munie de son carnet. Parfois, elle restait silencieuse. Parfois, elle posait une question. François ne l'invitait plus à intervenir. Il savait que sa simple présence agissait comme un rappel constant de ce qui avait changé, dans les décisions, dans les mots, dans l'attention portée à ce qui, autrefois, passait inaperçu. C'était cela, désormais,
la nouvelle Synapse. Une entreprise qui avait appris à regarder, à écouter, à répondre, sans bruit, mais avec exactitude. Les jours qui suivirent furent parmi les plus chargés dans l'histoire récente de Synapse Technologies. La phase d'urgence était désormais terminée. L'entreprise n'était plus en train de lutter pour sa survie immédiate, mais entrait dans une période plus complexe, celle où il fallait reconstruire, réorganiser, reconstituer une trajectoire cohérente. Pour François Lambert, ce n'était pas une période de relâchement, bien au contraire, car redresser une structure abîmée par la fraude, l'aveuglement et l'indifférence demande une vigilance continue, une discipline quotidienne. Rien ne devait être laissé au hasard. La première grande décision fut de réviser entièrement la structure logistique de l'entreprise. Ce domaine, longtemps considéré comme secondaire, s'était révélé être l'un des plus vulnérables au dysfonctionnement, notamment parce qu'il était piloté à distance, sous-traité et peu supervisé. François décida d'intégrer une partie de cette gestion en interne, afin d'avoir un contrôle plus fin sur les flux de matériel, de services et de contrats. C'est dans ce contexte qu'il proposa officiellement à Madeleine un poste permanent dans le département logistique, chargé de l'interface entre les équipes opérationnelles et la direction. Le choix n'était pas symbolique. François avait remarqué, à travers ses échanges avec elle, que Madeleine possédait une compréhension intuitive des failles logistiques, retards récurrents, ruptures de matériel, équipements mal répartis, commandes mal traitées. Elle avait cette vision du quotidien que les cadres ne voyaient pas. Son intégration au service fut accueillie avec une certaine surprise, parfois même un scepticisme feutré. Mais très vite, ces observations se révélèrent précieuses. En quelques semaines, elle contribua à corriger plusieurs chaînes d'approvisionnement défaillantes, à optimiser les rotations de matériel, à éviter des pertes inutiles. Elle n'avait pas de diplôme dans le domaine, mais elle avait une mémoire concrète, une capacité de repérage immédiate et une rigueur forgée par des années d'observation silencieuse. En parallèle, François aborda la question de l'éducation d'Élise. Il prit contact avec un établissement privé, réputé pour son exigence académique et son programme spécialisé en mathématiques. Il présenta la situation, expliqua les compétences de la jeune fille, transmit quelques-uns de ses dessins, de ses annotations, de ses intuitions. L'école, d'abord sceptique, proposa un test d'entrée. Élise le passa avec un calme déroutant. Les résultats dépassèrent les attentes. Elle fut admise avec une bourse complète prise en charge par Synapse Technologies. François l'annonça à Madeleine un vendredi soir dans son bureau. Elle resta sans voix pendant plusieurs secondes. Puis elle demanda si cela était une faveur. François répondit que non. C'était un investissement. Dans un futur qui, pour une fois, ne partait pas de privilèges, mais d'observation. La nouvelle de la bourse se propagea discrètement dans l'entreprise. Elle fut commentée, parfois critiquée, souvent saluée. Ce qui comptait, c'est qu'elle incarnait un changement de cap. Synapse n'était plus uniquement une entreprise centrée sur l'innovation technologique, mais sur la revalorisation de l'intelligence diffuse, celle qui se cache dans les marges, dans les silences, dans les détails. Ce message commença à se traduire en politique concrète. François lança un programme interne intitulé « Écoute active », destiné à recueillir chaque mois des propositions, des alertes, des idées de tout salarié, quel que soit son rôle. Chaque contribution recevait une réponse argumentée dans les 15 jours. Certaines furent rejetées, d'autres ajustées, mais toutes furent lues, étudiées et discutées. Parmi ces propositions, plusieurs conduisirent à des révisions opérationnelles majeures. Un agent de sécurité proposa un système de rotation des accès plus efficace, réduisant les coûts de surveillance de 10%. Une employée de la cafétéria suggéra une nouvelle méthode de gestion des stocks alimentaires, évitant les gaspillages récurrents. Un technicien proposa un ajustement du système de ventilation centrale, diminuant la consommation énergétique nocturne. Chacune de ces suggestions, si modeste soit-elle, fut intégrée dans un rapport mensuel consultable par tous. Ce rapport devint rapidement l'un des documents les plus lus de l'entreprise, non pas parce qu'il venait de la direction, mais parce qu'il provenait du terrain. Dans ce contexte de reconstruction, François veillait à ne pas recréer les mêmes rigidités que par le passé. Il savait que le pouvoir, même redistribué, peut se reconcentrer. Il instaura donc une règle simple. Aucun poste de direction ne pouvait être occupé plus de 3 ans consécutifs sans justification formelle
et réévaluation. De même, les rapports annuels de chaque département devaient désormais inclure une section intitulée « Failles observées », rédigée par les équipes elles-mêmes. L'idée n'était pas de stigmatiser l'erreur, mais de la normaliser comme point de départ d'une amélioration réelle. Peu à peu, les partenaires externes reprirent confiance. Les fournisseurs, rassurés par les nouveaux protocoles, reprirent leur livraison à échéance ajustée. Les clients stratégiques, qui avaient gelé leurs contrats pendant la crise, reprirent leurs commandes, cette fois avec des clauses de transparence renforcées. Même les anciens concurrents commencèrent à observer Synapse non plus comme un acteur affaibli, mais comme une entreprise en mutation profonde, capable de transformer ses failles en leviers. Les observateurs économiques parlaient désormais de modèle Lambert, non pour désigner un style de management, mais une méthode fondée sur la remise en cause des hiérarchies figées et sur la redistribution de l'attention. Dans les bureaux, cette dynamique prenait corps. Les échanges entre services devinrent plus fluides, les délais de validation raccourcis, les retours de terrain intégrés aux décisions stratégiques. Même la configuration des espaces évolua. Les bureaux fermés furent partiellement transformés en espaces mixtes, où direction et opérationnel travaillaient côte à côte. François, lui-même, délaissa progressivement son grand bureau du dernier étage pour s'installer plusieurs fois par semaine dans les espaces partagés. Non pour se montrer, mais pour écouter. Et Élise, dans tout cela, continuait d'observer. Elle ne comprenait pas encore toutes les implications de ce qu'elle avait déclenché, mais elle percevait, avec l'intuition tranquille des enfants attentifs, que quelque chose avait bougé autour d'elle. Chaque fois qu'elle revenait dans les bureaux avec sa mère, elle notait les nouvelles affiches, les discussions dans les couloirs, les visages moins fermés. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses carnets se remplissaient. François en prit un jour, avec son autorisation. Il y lut une phrase simple, entourée de flèches, de colonnes, de petits graphiques dessinés à la main. Quand tout le monde regarde en haut, les erreurs tombent en bas. Il comprit alors que la reconstruction n'était pas achevée. Elle ne le serait jamais vraiment. Mais elle avait un socle. Et ce socle, désormais, était bien plus solide que n'importe quelle ligne de crédit. Un an jour pour jour après ce matin d'automne, où François Lambert s'apprêtait à signer la fin de Synapse Technologies, la salle de conférence principale de l'entreprise fut exceptionnellement réorganisée. Pas pour une célébration pompeuse, ni pour un discours institutionnel, mais pour une session de restitution publique à destination des salariés, des partenaires et de quelques médias spécialisés. Le ton, voulu volontairement sobre par François, n'avait rien de triomphaliste. Il ne s'agissait pas de revendiquer une victoire, mais de rendre compte du chemin parcouru, d'une manière factuelle, transparente et sans emphase. Le contexte avait radicalement changé. L'entreprise, un an auparavant au bord de la liquidation, affichait désormais une stabilité financière inédite, une structure interne assainie et une dynamique collective fondée sur des mécanismes de transparence et de co-responsabilité. Le partenariat avec Gessler Capital s'était transformé en une relation stratégique durable, et les indicateurs de performance, sans être exceptionnels, montraient une progression constante. Le taux de rotation des employés avait diminué de moitié. Les délais de traitement des incidents opérationnels étaient passés de 48 heures à moins de 12. Plus remarquable encore, le nombre d'alertes internes avait chuté de 70%, signe que les dysfonctionnements étaient désormais corrigés en amont. François se leva, ajusta son micro et prit la parole devant un public composé à parts égales de cadres, de techniciens, de personnel de maintenance et de partenaires institutionnels. Il ne lut aucun discours. Il parla, comme il le faisait désormais dans toutes les réunions, avec une clarté directe, sans rhétorique inutile. Il évoqua d'abord les chiffres, les faits, les changements structurels, puis il en vint à l'événement qui avait tout déclenché. Il raconta sans chercher les faits le jour où, dans ce même bureau, une fillette de 11 ans avait dit « Il manque un chiffre ici ». Il précisa que cette remarque, en apparence anodine, avait révélé une erreur de calcul de plus de 3 millions d'euros. Il expliqua que cette faille, passée inaperçue par toutes les strates de l'organisation, avait ouvert la porte à une série de vérifications, puis de révélations, puis de décisions. Il décrivit, sans détail personnel, l'enquête interne, les sanctions, la reconstruction progressive, les systèmes mis en place. Il ne nomma ni les coupables, ni les héros. Il parla de logique, d'attention,
de responsabilité. Mais à la fin de son intervention, il fit une pause, regarda l'Assemblée et déclara « Si j'ai tenu à ce que cette restitution ait lieu aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous exposer nos résultats. C'est pour vous rappeler que cette entreprise ne s'est pas redressée grâce à une stratégie. Elle s'est redressée parce qu'un jour, quelqu'un qu'on ne regardait pas a vu ce que personne ne voyait et qu'on l'a écouté. » Il montra alors une image projetée sur l'écran, une capture d'écran de la cellule vide du tableur, celle par laquelle tout avait commencé. Pas de visage, pas de nom, juste un cadre rouge sur un champ vide. Puis il ajouta calmement « Ce chiffre oublié a sauvé cette entreprise, mais c'est la parole de celle qui l'a vu qui a changé notre manière de travailler. Aujourd'hui, nous avons des outils, des rapports, des comités, mais rien ne remplace l'attention. Rien ne remplace le regard de celles et ceux qui, sans statut officiel, perçoivent les ruptures dans le fonctionnement quotidien. Dans la salle, certains employés se redressèrent, d'autres prirent des notes. Personne ne parla. Le silence n'était pas pesant. Il était attentif. À la fin de la réunion, François reçut plusieurs messages, des remerciements, des remarques, mais aussi des idées. L'une d'elles venait d'un technicien qui proposait de mettre en place une formation interne basée sur les erreurs passées, avec des cas réels tirés de l'année écoulée. François accepta immédiatement. Ce projet fut baptisé « La ligne oubliée », en référence à la cellule vide. Il devint en quelques mois un module obligatoire pour toute nouvelle recrue. Quant à Élise, sa vie avait également changé. Intégrée dans son nouvel établissement, elle s'y révéla brillante, disciplinée, mais surtout curieuse. Les professeurs remarquèrent rapidement qu'elle avait une capacité inhabituelle à repérer les structures erronées, à poser des questions inattendues, à chercher les relations cachées entre les éléments. Elle n'était pas en avance, ni prodige. Elle était précise. Et c'était cette précision tranquille, forgée dans les couloirs d'une entreprise autrefois défaillante, qui faisait sa différence. François la croisait parfois le soir, lorsqu'elle venait attendre sa mère. Elle ne parlait jamais de ce qui s'était passé. Elle ne posait pas de questions, mais elle continuait de griffonner dans ses carnets, de dessiner des colonnes, des liens, des chiffres. Un jour, il lui demanda pourquoi elle aimait autant ces tableaux. Elle répondit simplement « Parce que dans les tableaux, on peut voir où ça commence à mal aller. » Cette réponse, il la garda pour lui. Elle résumait à la fois la leçon la plus précieuse de sa carrière et le principe le plus simple qu'il voulait désormais appliquer à tout ce qu'il entreprendrait. Voir où ça commence à mal aller et corriger, tout de suite. Synapse Technologies devint, dans les mois suivants, un exemple cité dans plusieurs études de cas en école de commerce. Non pour ses innovations technologiques, mais pour sa capacité à intégrer l'erreur comme un levier de transformation. Les conférences économiques parlaient de culture de l'attention, de gouvernance distribuée. François, interrogé à plusieurs reprises pour raconter cette année de bascule, répondit toujours la même chose. Ce n'est pas la technologie qui nous a sauvés. Ce n'est même pas une stratégie. C'est une cellule vide et une petite voix qu'on a écoutée au bon moment. Ainsi s'achevait, sans faste, sans tambour, une histoire qui aurait pu s'éteindre dans l'indifférence des bilans trimestriels. Une histoire sauvée par un regard, un chiffre et un choix.